que s'il est possible de l'enregistrer correctement, elle sera retransmise plus tard, mais c'est même pas sûr qu'on puisse y arriver en fait. C'est bon ? Donc j'ouvre ce conseil municipal du 2 juin 2022 et je demande à Léo, comme d'habitude, de bien vouloir faire l'appel, s'il te plaît. Bonsoir. Alors, Marianne Beaumont. Léo Beck, présent. Thierry Beck. Présent. Sophie Boquet. Jérémy Bouladou. Caroline Charbonnier. Dylan Couder. Annie Crégut. Christophe Derouche. Serge Dessaigne. Nadège Anselem. Procuration à Laetitia Médas. Arnaud Fleury. Procuration à Véronique Négré. Olivier Gache. Marielle Grolier, Cécile Guérin, Abdella Caraga, Daniel Marès, j'ai sauté une ligne, Virginie Martos Ferrara, Laetitia Médas, Mamed Médas, Gérard Moreno, procuration à Daniel Marès, Marie-Rose Navio, Véronique Négré, présente, Olivier Noguès, Maria-Alice Pelé, Patrick Poitevin, Corinne Poujol, Sonia Richoux, Pascal Rivalière, Noël Ségura, Nicolas Sica-Delmas, Thierry Tanguy et Marie Zec. Merci. Alors nous passons directement à l'approbation de l'ordre du jour. Je le mets au vote ou il y a des discussions dessus ? Non ? Donc abstention ? Vote contre, vote pour. Unanimité, merci. Ensuite, deuxième point, l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal, c'est-à-dire du 21 mars 2022. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations sur ce procès-verbal ? Non, alors je le mets au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? N'oubliez, voilà, Monsieur Ségura. Merci, unanimité. Nous passons maintenant aux communications que j'ai à vous faire. Alors d'abord, une communication qui n'est pas indiquée dans la note de synthèse, mais ce n'est pas très grave, c'est pas grave du tout même. Donc, à propos d'une réflexion que nous avons lancée sur nos investissements, sur la planification pluriannuelle de nos investissements. La guerre en Ukraine, la crise sanitaire et le dérèglement climatique ont des conséquences, vous le savez, économiques. Un retour de l'inflation et une modification des conditions des prêts bancaires. Plus précisément, les taux des prêts, même si pour l'instant ils ne sont pas encore très hauts, sont à la hausse et les durées des emprunts à taux fixe sont raccourcies. Pour l'instant, nous n'avons pas lancé d'emprunt, mais nous faisons face d'ores et déjà à des surcoûts sur les investissements que nous avons lancés, l'EHPAD par exemple et l'école Rousseau. Nous sommes conscients que ce changement de contexte économique impacte notre position financière et nous voulons ici dire à la population et à l'ensemble du conseil municipal que nous sommes vigilants à cette situation financière et nous affirmons notre volonté d'investir pour notre ville tout en gardant un niveau d'endettement maîtrisé. Merci. Deuxième communication à propos du groupe La Poste. Alors, vous en souvenez sûrement, lors du dernier conseil municipal, nous avions voté une motion adressée à la direction du groupe La Poste, la direction régionale du groupe La Poste, afin de marquer notre soutien aux agents contestant la réorganisation des bureaux du secteur de Latte, dont fait partie celui de Villeneuve. Cette motion a joué son rôle puisqu'elle a provoqué une nouvelle rencontre entre nous, les élus de la majorité, et la direction régionale du groupe. La direction nous a assuré à l'oral et ensuite à l'écrit, dans le cadre du compte rendu de cette réunion, que, je cite, « Le bureau de poste de Villeneuve-les-Maguelones demeure un bureau dit de plein exercice. Il ne fait pas l'objet d'un projet de transformation. » La direction régionale nous a aussi adressé une proposition de communication à publier dans notre prochain bulletin municipal. Nous l'avons d'ores et déjà retravaillé, parce qu'il y avait un passage qui ne nous convenait pas.
parlant d'une concertation, de la réorganisation de nouveaux horaires qui auraient été vus en concertation avec les élus de la ville, ce qui était totalement faux. Voilà. Ensuite, encore une autre communication, et c'est la dernière, à part les décisions. Donc, je dois vous informer sur les nouvelles modalités du procès-verbal et du compte-rendu du conseil municipal qui seront à l'œuvre à partir du 1er juillet. Ces nouvelles modalités sont introduites par une ordonnance datée du 7 octobre dernier. Les objectifs de cette ordonnance, simplifier le droit qui pèse sur les collectivités, c'est à voir, et moderniser l'accès des administrés aux actes locaux. Alors, rapidement et pour aller à l'essentiel, le compte rendu d'abord. Donc le compte rendu jusqu'à présent est affiché en mairie et mis en ligne sur le site de la commune dans la semaine qui suit le conseil municipal. À partir du 1er juillet, le compte rendu doit être remplacé par une liste des délibérations examinées par le conseil municipal, liste qui sera affichée en mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune. Pour ce qui est du procès-verbal, alors le procès-verbal, grâce à cette ordonnance, est mieux bordé dans ses contours. Jusqu'à présent, il était approuvé en conseil municipal et était signé, la séance suivante bien sûr, et il était signé par tous les membres du conseil municipal. À partir du 1er juillet, il sera approuvé toujours de la même façon en conseil municipal, mais sera signé seulement par le maire et le secrétaire de séance. Pour ce qui est, jusqu'à présent, il n'était pas rendu public. Maintenant, il devra être publié dans la semaine qui suit son approbation sur le site de la commune de façon permanente. Il y restera donc. Et un exemplaire papier sera mis aussi à disposition du public. L'ordonnance précise aussi la composition de ce procès-verbal, la date, l'heure, etc., etc. Enfin, il doit comporter la date, l'heure, etc. Je vous fais grâce de tous ces détails. Pour ce qui est des délibérations, jusqu'à présent, elles sont signées uniquement par le maire. À partir du 1er juillet, chaque délibération devra être signée par le maire et le secrétaire de séance. En termes de simplification, je ne sais pas si c'est plus simple. De plus, l'ordonnance vient rappeler que les délibérations font partie des documents communicables, évidemment, et de façon générale, toutes nos délibérations continueront d'être mises en ligne sur le site de la commune. Voilà. Je passe maintenant aux décisions. 23 décisions. D'abord, en ce qui concerne l'urbanisme. Donc, nous avons deux décisions de préemption. La première dans le cadre de la protection des espaces naturels. La deuxième dans le cadre de la revitalisation du centre-ville. Nous avons aussi la signature d'une convention temporaire avec l'association La Pépite de Maguelone pour l'occupation de la maison Granier, place de l'Église, gratuitement et pour 1 an, afin de leur permettre de développer leur activité de vente de vêtements en seconde main, de friperie en fait. Ensuite, nous avons aussi 5 décisions de mandatement d'un avocat dans des affaires d'urbanisme qui nous opposent à des administrés. Nous avons une décision qui concerne le champ de l'insertion sociale. Afin de mettre en œuvre une action d'insertion via la formation au chantier sur la commune, nous avons décidé la signature de 2 conventions, l'une avec la coopérative d'études et de réalisation pour l'habitat et l'urbanisme, l'autre avec l'association Formation Cap Emploi, qu'on appelle aussi l'association Force. Le chantier se situera sur la maison 3 places de l'Église, la maison dite Balai. Une base de vie sera mise aussi à disposition des travailleurs sur une des parcelles des anciens ateliers techniques. Ces chantiers, l'installation, le travail avec ces associations coûtera 16 000 € pour la commune au titre du coût des résiduels des salaires. Pour la culture maintenant.
Donc d'abord, une décision qui concerne l'accueil de 2 associations, les Nuits du Chat et la Maman des Poissons, pour une animation musicale et un spectacle dans le cadre de l'événement Les Épicures, qui a eu lieu le 26 mars dernier. Ensuite, une décision pour accueillir l'association Mescal pour une animation musicale dans le cadre de la Fête de la Nature. Une décision portant sur le contrat d'engagement de l'association Idéocène pour l'animation de l'événement La Tablée urbaine qui s'est tenu le 16 avril. Une décision concernant la signature d'une convention d'occupation précaire et temporaire avec la compagnie Soudure Urbaine, gratuite du 10 au 25 mai sur une des parcelles des anciens ateliers techniques. Et enfin, la signature d'un contrat de cession d'un spectacle gratuit avec la compagnie Libre-Cours. Dans le champ des festivités maintenant, décision d'accueillir 2 peñas pour le carnaval qui a été mené, monté, animé par le comité des fêtes. Et aussi la décision d'organiser, comme l'année dernière, un concours pour l'affiche de la Feria des Vendanges. L'environnement maintenant. Donc la signature d'une convention avec l'association Pays Arbres pour que cette association nous accompagne, nous la commune, dans une action, une démarche d'implantation de haies champêtres sur 94 mètres linéaires, en fait situés sur le parking des Arènes. Donc l'accompagnement nous coûte 313,80 € pour 3 années et 253,80 € sont consacrés à la plantation. C'est nous, bien sûr, qui achetons les plantes, qui payons les plantes. Toujours en termes d'environnement, nous avons 4 décisions d'attribution de parcelles au jardin de la Planche suite à des gens qui ont lâché leurs parcelles. Et ensuite, la même chose au jardin du Triolvert. Et puis une dernière décision que je ne savais pas où placer et qui concerne la cession d'un de nos véhicules municipaux à Demestre Automobile pour un montant de 1 000 €. Voilà. On va passer maintenant aux délibérations, si vous le voulez bien. Monsieur Ségura. Mais... Il veut intervenir. Il veut intervenir. Ouais. Oui, Madame le maire, simplement, j'ai vu qu'il y a la Pépite de Maguelone sur la place de l'église, ainsi qu'une autre association. Non. Est-ce que... si, il y a Cap Emploi. Non, ils sont en... Consort Ballet et la Maison Granier, je ne me trompe pas. Non. La Pépite est installée à une convention d'occupation temporaire de la maison dite Granier. Oui. Et l'association Force intervient dans la maison dite Ballet pour faire des travaux dans le cadre d'un chantier d'insertion. Ouais. Voilà. La Pépite de Maguelone va recevoir du public. Ce que je veux dire, c'est attirer votre attention sur l'état vétuste des locaux. Tout à fait. Voilà. On est en train de travailler dessus. Tout à fait. Je ne sais pas s'il n'y a même pas un arrêté, enfin pas sur Granier, mais sur Consort Ballet, s'il n'y a pas un arrêté de péril. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, de toute façon, la Pépite, elle est dans la maison Granier, elle n'est pas dans la maison Ballet. Mais je comprends l'alerte, puisque les 2 maisons sont mitoyennes. Mais il n'y a pas d'arrêté de péril sur la maison Ballet. Alors, on va passer aux délibérations. Le premier point de nos délibérations, le point 4, porte sur la motion ZFE. Nous avons effectivement travaillé avec la population une motion que nous allons soumettre au conseil municipal en apportant les amendements proposés par la population. Notre majorité a pour objectif de poursuivre l'intérêt collectif, c'est-à-dire celui de tous. Hélas, dans notre société, de façon générale, l'usage actuel de la voiture, par exemple l'autosolisme, génère des effets très néfastes, à la fois localement et pour l'ensemble de notre planète. La pollution, évidemment, le dérèglement climatique,
le bruit, les accidents, les bouchons générés par les automobilistes que nous sommes tous eux-mêmes. C'est pour toutes ces raisons que lorsque nous souhaitons nous déplacer, nous devons toujours nous interroger sur les conséquences de ce déplacement pour la collectivité. Nous devons ensuite choisir, quand c'est possible, évidemment, l'option la moins porteuse de conséquences négatives pour notre collectivité. Cette prise de responsabilité collective nous astreint, nous, élus, bien sûr en tant que citoyens, mais surtout en tant qu'élus, à être dans l'exigence et la mise en place de moyens de transport en commun plus efficaces, ainsi que d'autres solutions comme l'autopartage, le covoiturage, les mobilités douces, avec notamment tout un travail à faire sur les pistes cyclables. Nous nous y attelons, même si à Villeneuve, la tâche est lourde. La loi LOM et la loi Climat et Résilience sont des lois nationales qui imposent aujourd'hui à 10 agglomérations, dont la métropole, la mise en place d'un dispositif ZFE dès 2022. À partir de 2025, j'insiste là-dessus parce que je pense que tout le monde n'a pas retenu, cette obligation va concerner 25 agglomérations de plus en France. En conférence des maires, le 2 octobre 2021, a été présenté donc, aux maires de la métropole, pour la première fois, le dispositif d'entrée progressive de la métropole de Montpellier dans la ZFE. La seule ville concernée alors, dans cette proposition de dispositif, était Montpellier. Nous avons appris le 5 novembre que 9 autres villes de la métropole se portaient volontaires pour rentrer dès 2022 dans ce dispositif. Alors évidemment, à partir de là, entre élus, nous nous sommes posé la question. Nous devions donner une réponse rapide au service de la métropole, parce que le vote du dispositif était prévu pour le C3M, c'est-à-dire le Conseil métropolitain suivant, du 14 janvier 2022. Nous avons donc débattu de cette question en bureau municipal le 22 novembre. Nous étions tous d'accord pour dire que cette loi est imparfaite et nous avons mis en avant des arguments défavorables, notamment l'insuffisance des transports en commun sur notre ville, mais surtout que les plus pauvres seraient les plus en difficulté pour s'adapter à cette loi et à ce dispositif. Cependant, nous avons mis aussi en évidence des arguments en faveur de l'entrée de Villeneuve dans la ZFE dès 2022. Ne pas rater l'opportunité d'enfin se poser les bonnes questions sur nos déplacements et d'avoir des comportements plus en cohérence avec la préservation de la qualité de l'air, de la planète, de toutes les espèces vivantes et donc de l'espèce humaine. Il nous a paru aussi qu'il était moins impactant et moins violent pour la population dont nous faisons partie. Je vais y arriver. Je vais boire un petit verre d'eau tout à l'heure. Donc, je répète, il nous a paru aussi moins impactant et moins violent pour la population dont nous faisons partie, nous aussi, ne l'oubliez pas, de rentrer dans la ZFE progressivement et non pas de façon brutale en 2026. Puisque, je vous le rappelle, la ZFE va s'imposer pour toutes les communes de la métropole, les 31, en 2026. C'était aussi l'occasion que nos demandes d'amélioration en termes de transport en commun et de pistes cyclables pour Villeneuve pèsent davantage. À l'issue de ces discussions, nous avons décidé à la majorité du bureau municipal d'intégrer notre ville au dispositif ZFE dès 2022. Cette décision venait d'ailleurs s'inscrire dans le travail déjà entrepris auprès de la métropole, de la SNCF aussi et de la région pour le développement des transports en commun et des pistes cyclables. Depuis, nous travaillons aussi sur les normes des dérogations et nous avons répondu bien sûr à la consultation de la métropole sur ce point-là. Et nous avons donc communiqué nos réflexions là-dessus. Exception au sein de la métropole, parce que nous sommes la seule ville à l'avoir fait, nous avons organisé à l'attention de la population une réunion d'information le 12 avril dernier. Au cours de celle-ci, après avoir écouté les nombreuses interventions des gens qui étaient présents, nous avons proposé la rédaction d'une motion à adresser au président de la République. Les citoyens nous ont demandé de rédiger un texte
et de le leur soumettre ultérieurement. À cet effet, donc, nous avons tenu une deuxième réunion le 21 mai dernier. La motion a été approuvée après quelques amendements, 2, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la réunion. Je parle des gens présents ce jour-là, de la population. Nous allons vous donner maintenant lecture de cette motion. C'est Marie-Alice Pelé qui va le faire. Et nous allons signaler les amendements au fur et à mesure. Et bien sûr, vous en tiendrez compte pour modifier la motion. Et nous voterons ensuite sur cette motion modifiée. Bonjour à tous. Donc, lecture de la motion adressée à Monsieur le Président de la République. La pollution atmosphérique altère lourdement la santé physique et mentale de tous, et en particulier des personnes les plus fragiles. C'est pourquoi il est urgent de sortir de notre attachement culturel à la voiture et d'impulser un changement dans nos modes de déplacement. La zone à faible émission imposée par l'État aux zones denses les plus polluées est une vraie opportunité pour notre territoire, et nous considérons qu'il est important de l'intégrer sans attendre. Ce dispositif va permettre d'améliorer la qualité de l'air et donc la santé de tous. C'est également l'occasion d'accélérer le développement des transports en commun, le déploiement des pistes cyclables, le partage de véhicules. Si le principe d'une telle zone n'est pas contesté, il n'en va pas de même des modalités de sa mise en œuvre. La vraie difficulté dans cette transition écologique vertueuse réside dans le reste à charge pour nos concitoyens contraints de procéder au remplacement de leurs véhicules polluants et dans l'insuffisance de possibilités de modalités alternatives à la voiture pour nos habitants. Il est également difficile de comprendre certains points de la loi qui, contraignantes pour les automobilistes, excluent d'autres moyens de transport, ne s'appliquent pas sur les autoroutes qui traversent nos villes et ne tient pas compte de la pollution entraînée par la fabrication des voitures électriques, sans parler du coût environnemental du recyclage des véhicules exclus par la ZFE. C'est pourquoi le conseil municipal de Villeneuve-les-Maglones, en concertation avec la population, vous adresse cette motion. Nous vous demandons de soutenir plus activement la recherche afin d'accélérer le développement des techniques réduisant l'impact environnemental des moyens de transport, en particulier des bateaux et des avions. De développer une véritable politique du ferroutage et, point ajouté par la population, et du transport fluvial, avec la mise en place d'une obligation pour les camions ne faisant que du transit sur notre territoire particulièrement concerné. Appuyer la loi sur de véritables critères de pollution et non uniquement sur l'année de première immatriculation des véhicules. À ce jour, par exemple, une Peugeot 208 diesel de 2021 émet 116,58 grammes pour les 100 km de CO2 et n'aura plus le droit de circuler en 2028, alors qu'une Peugeot 208 essence GTI 2012, qui émet 145 grammes de CO2 aux 100 km, aura le droit de continuer à rouler. Travailler avec les constructeurs sur le prix des véhicules considérés propres, sur le développement des bornes électriques, des stations GPL et hydrogène. Renforcer le dispositif d'aide pour les ménages à faible revenu. Et lors de la consultation, nous avons ajouté y compris les premières tranches des classes moyennes. Et pour les automobilistes contraints. Renforcer l'aide aux collectivités pour l'acquisition de véhicules de transport en commun propres. Et avant de passer au vote sur cette motion modifiée, quelques informations pratiques. Attention, la vignette critère ne coûte que 3,70 € avec les frais d'envoi et s'achète uniquement sur le site du gouvernement. Attention, il y a beaucoup d'arnaques sur Internet, donc si vous tombez sur un site qui vous demande plus de 3,70 €, vous n'êtes pas sur le bon site. Et pour vous aider, nous avons mis en place un accompagnement individualisé à la ZFE, d'une part au sein de notre CCAS sur rendez-vous, pour des explications sur la ZFE, éclaircissement sur votre situation personnelle, aide à l'obtention de la vignette critère. À cette fin, il conviendra de venir avec votre certificat d'immatriculation, votre carte bancaire et une adresse mail. Parallèlement, la métropole a mis aussi en place un accompagnement similaire via le réseau des médiathèques. Ainsi, un atelier d'accompagnement aura lieu le 9 juin de 14 h à 18 h à la médiathèque Georges Sand de Villeneuve-les-Maglones. L'inscription se fait au 04 67 69 97 17. Toutes les informations seront sur le site. Et d'autres dates seront proposées plus tard. Pour mémoire, le contrôle technique mis en place en 92 avait fait à l'époque l'objet d'un fort rejet par la population, malgré la relation étroite clairement établie entre l'état des véhicules et les accidents de la route. Merci, Madame Pelé. Alors, on ouvre les débats. Monsieur Christophe Derouge, attendez, je vais noter. Monsieur Ségurin, Monsieur Poitevin, Madame Martos Ferrara.
Qui d'autre? Madame Rivalière, Madame Crégut. C'est bon? On a fait le tour. Monsieur Derouche, nous vous écoutons. Attends, peut-être micro, non? Un, deux, 3, c'est bon. Et c'est parti, bonjour, bonjour à tous. Bon, sous de faux prétextes de protection de notre santé physique et mentale, l'application des ZFE vise la disparition des véhicules individuels comme moyen de déplacement. Ce que vous confirmez d'ailleurs en qualifiant ces déplacements d'attachement culturel, en oubliant que dans 80% des cas, on ne se déplace pas pour s'amuser, on se déplace par obligation. Les ZFE sont d'ailleurs imposés par l'État aux zones denses les plus polluées. Je ne pense pas que ce soit le cas à Villeneuve, sinon il faudra me le démontrer. D'ailleurs, c'est sûrement pour cela que la majorité des maires de la métropole, sensibles aux aspirations de leur population, ont refusé l'application immédiate de ces recommandations. Le conseil municipal, en concertation avec la population, adresse une motion à Monsieur le Président de la République, en oubliant que cette concertation avec la population aurait dû avoir lieu avant, comme cela a été promis dans le programme électoral pour toute décision qui impactait durablement la vie des Villeneuvois. Nous sommes tous, je pense, pour l'écologie. Mais actuellement, nous traversons la plus grosse crise économique de tous les temps. Et nous n'avons pas, pour l'immense majorité des Villeneuvois, les moyens de nous acheter de nouveaux véhicules. Il est donc temps de revenir sur cette adhésion en concertant, en demandant à la population son avis. Tout dépend donc de la volonté de la municipalité. Merci Véronique. Merci, Monsieur Ségurin. Oui, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus, après que vous ayez voté dès demain en conseil métropolitain le 22 janvier la mise en place du 1er juillet 2022 de la ZFE, vous avez signé pour les Villeneuvois, ce qui rejoint un peu ce que vient de dire Christophe Derouche, sans concertation préalable, vous avez signé avec 10 autres communes la mort de la libre circulation. Pour vous sortir de cette panade, vous en appelez à Monsieur le Président de la République en présentant une motion qui, contrairement à ce que vous écrivez, cette motion n'a pas été faite en concertation avec les Villeneuvois, puisqu'elle a été présentée en amont en commission 1, pour vous permettre de justifier une porte de sortie vis-à-vis de la population en colère le samedi 21 mai dans une pseudo-réunion de concertation. Tout cela pour nous la présenter lors de ce conseil municipal du 2 juin 2022. Donc, vous écrivez à Monsieur le Président de la République, ce qui n'est pas honorable de votre part, puisque vous mettez dans le lot les Villeneuvois sur des réunions d'information, de décision déjà prises et non des réunions de concertation comme vous le prétendez. Cette installation de la ZFE au 1er juillet ressemble strictement à un empressement et un lobby qui pénalisera fortement le commerce local, l'artisanat, la population, et ce, dans un contexte qui impacte fortement le pouvoir d'achat qui n'a pas fini de se dégrader malheureusement. Alors vous allez me dire, on va faire des dérogations. C'est le principe français, on fait des lois, puis on les modifie avec des dérogations, ce qui entraîne parfois des situations plus pires que ce qui se passait avant la dite loi. Le gouvernement va prendre des mesures d'accompagnement pour les gros rouleurs, dont nous avons tous besoin pour assurer le ravitaillement. Mais à contrario, on pénalisera les petits rouleurs, déjà bien impactés par le coût du carburant. Encore donc un coup d'épée dans l'eau et de Damoclès sur la tête des Villeneuvois. On pourrait peut-être savoir où en est le pôle multimodal, nous dire où en sont les installations de nouvelles bornes électriques, puisque la métropole est si pressée que la ZFE rentre en action. Il faut peut-être aussi prévoir pour les gens des systèmes de branchement. Il y en a 4 sur Villeneuve-les-Maguelones, je rappelle.
nous dire où on en est avec la TAM et la métropole sur la mise en place du transport gratuit au sein des communes à métropole, ce qui a été fait à Montpellier, bien entendu, en premier. N'aurait-il pas été également judicieux de concerter les communautés de communes ou d'agglomérations qui jouxtent la métropole afin de prendre une décision commune pour la traversée de celle-ci et d'assurer une continuité routière territoriale? Ne pensez-vous pas que c'était par là que le travail aurait dû commencer? Personnellement, je ne la voterai pas, cette motion, car je continue de croire que les ZFE n'ont que pour vertu le nom au vu de la pollution dans le monde. Je rappelle quand même, et ça personne s'en émeut, les JO de Pékin se sont déroulés avec 100% de neige artificielle. La Coupe du monde de football qui se jouera dans le désert du Qatar, dans 8 stades climatisés. Les compagnies aériennes qui assurent des vols à vide pour conserver ces couloirs de paquebots qui consomment l'équivalent de 87 000 voitures diesel. Les milliardaires qui font des voyages dans l'espace. La Chine et les États-Unis et bien d'autres pays qui utilisent des centrales à charbon. Nos voitures qui partiront au pays du Maghreb. L'exploitation des mines de lithium dont les conditions de travail sont inacceptables. La Russie qui, pour éviter des sanctions à son encontre, va construire des véhicules dépourvus de GPS et de composants électriques, c'est-à-dire des véhicules génération Deuxième Guerre mondiale, etc., etc. En une phrase, n'oublions pas que la Terre est ronde et tant que le monde entier ne se donnera pas la main pour appliquer une même doctrine, ce ne sera qu'un grain de sable dans cette lourde tâche nécessaire à accomplir pour contribuer à ne plus dégrader notre Terre. J'attends donc avec impatience les dérogations qui doivent être mises en place avant ce 1er juillet. Merci beaucoup. Merci. Juste une précision. La motion que nous allons voter aujourd'hui contient des amendements qui ont été récoltés lors de la réunion du 21 mai. Donc oui, la population a eu son mot à dire pour ceux qui se sont exprimés là-dessus. Et c'est à la demande de la population le 12 avril que nous avons commencé à rédiger un projet de motion. C'est eux qui nous ont demandé de le faire. On leur a proposé de le faire avec eux, ils nous ont demandé de le faire nous, et ensuite, on devait leur soumettre ce texte dit martyr, ce que nous avons fait, et c'est pour ça qu'il y a 2 amendements à la motion que vous avez eu sur la note de synthèse. Autre chose, tout le travail auquel vous faites allusion, Monsieur Ségura, qui aurait dû être fait, par exemple, avec les EPCI voisines, les intercommunalités voisines. Vous avez raison, mais il aurait dû être fait par l'ancienne mandature de métropolitaine, dont vous faisiez partie. Vous saviez très bien à ce titre-là que la ZFE verrait le jour. Et pourtant, rien n'a été fait, rien n'a été mis en place, rien n'a été dit à la population. Oui, 2019, oui. Ben oui. 2019, la loi. C'est bon, mais vous n'avez pas la parole. Je passe la parole à Monsieur Poitevin. Merci Madame le maire. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Christophe Derouche et ce qu'ont dit Christophe Derouche et Noël Ségura. Je partage quasiment la totalité de tous les propos. Je vais juste vous demander qu'allez-vous faire pour protéger notre population? Comment allez-vous les aider? Quelles vont être les dérogations? Quand vont-elles être appliquées, sachant que nos Villeneuvois, nos concitoyens, demain, au 1er juillet, ils vont se retrouver dans une panade pas possible parce que hors la loi. Et c'est ça qui est important, c'est l'humain. Comment nos concitoyens vont-ils faire pour se sortir de cette panade? La question que je vous pose, c'est les dérogations, quelles sont-elles? Quand vont-elles être mises en place? Et est-ce que vous arriverez à faire appliquer la loi au 1er juillet? On répond sur... Voilà. Vas-y. On attend donc puisqu'il y a eu consultation, y compris des personnalités morales, on attend l'officialisation des normes de dérogation. Donc il y en a déjà qui apparaissent sur le site de la métropole. Je pense entre autres aux agriculteurs, par exemple. Il n'y a pas le détail sur les artisans, mais il y a eu un travail qui a été fait également. Et il reste à définir, en gros, on va dire, le kilométrage des petits rouleurs. C'est fait, c'est 8. C'est 8000, mais ils l'ont annoncé. Oui, enfin...
Et non, voilà. Ils Donc l'ont pas annoncé. En fait- a priori, ce serait 8000 km. Ceci étant dit, vu les délais, puisqu'on arrive bientôt au 1er juillet, et vu toutes les demandes réitérées que nous avons faites à la métropole, et je pense que nous n'étions pas les seuls, puisque les citoyens ont dû le faire aussi, on va dire que presque tout est reporté au 1er septembre 2022, puisque les seuls véhicules qui n'auraient pas pu rouler au 1er juillet ne pourront plus rouler au 1er septembre. Donc tous les autres, à partir du moment où ils ont leur vignette, pourront continuer à rouler, ça ne changera rien. Il n'y a vraiment que les véhicules de plus de 25 ans qui pouvaient être impactés au 1er juillet et qui auront le droit de rouler jusqu'au 1er septembre. Donc ça laissera le temps de mettre en place et de traiter les demandes de dérogation par la métropole. Tout à fait. Et ensuite, je rajoute je rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on avait mis en place une aide individualisée au CCAS, donc pour expliquer aux gens comment fonctionne la ZFE, éclaircir avec eux leur situation personnelle et les aider à obtenir la vignette critère, puisque ça pose aussi en soi un problème, puisque c'est uniquement par voie numérique. Donc il y a certaines personnes qui sont en difficulté avec ça. Donc, et je répète aussi que la médiathèque de Villeneuve fait un atelier le 9 juin après-midi pour la même démarche, et qu'on aura d'autres ateliers de cet ordre à la médiathèque plus tard dans l'année. Et puis bien sûr, le CCAS continuera de répondre aux besoins de la population tant qu'il y aura des besoins qui s'exprimeront, sans problème. Je passe la parole à Madame Martos Ferrara maintenant. Bonsoir. Donc, j'allais poser la même question que Patrick, mais Marie-Alice a répondu. Tant que j'ai la parole, je souhaiterais avoir quelques infos, puisque vous nous dites que vous êtes réunis le 22 novembre, je crois, en bureau municipal, oui, pour parler de cette ZFE, et qu'apparemment vous avez relevé de nombreux points négatifs, oui, tous ensemble, sur cette ZFE. Pourquoi, malgré cela, vous n'avez pas justement attendu pour rentrer au lieu de attendu dire 2026. Bah oui, tout de suite, pour pas qu'il y ait de motion, pour pas qu'il y ait de tout ça derrière. Pourquoi? En fait, j'ai répondu tout à l'heure, principalement 3 arguments. Donc, s'interroger sur la place de la voiture dans notre société compte tenu des enjeux écologiques. Les transports, donner plus de poids à nos demandes d'amélioration de transports en commun, de pistes cyclables. Et ensuite aussi, j'en oublie un, c'était... Et justement, pour la mise en place de tout cela, il valait mieux se donner au moins 4 ans pour dire qu'il va y avoir cette amélioration. Oui, et c'était ce qui a aussi pesé énormément, c'était qu'on s'est interrogé sur l'accompagnement nécessaire auprès de la population, et il nous a semblé très clairement qu'il était plus intelligent et moins violent de rentrer petit à petit dans la ZFE que d'un seul coup en 2026. Parce que... Sans parler de la quantité de Villeneuvois. Je trouve que c'est l'inverse que j'aurais préconisé, mais... Peut-être, effectivement. Effectivement. Je regrette également que le groupe d'opposition n'ait pas pu assister à ces échanges. Voilà, ça aurait été important. Et au même titre que les Villeneuvois aujourd'hui, parce que ce qu'ils disent aujourd'hui, les Villeneuvois, c'est quand on se voit tous ensemble avec Madame le maire et les élus, les décisions sont prises. Et donc, on se retrouve un peu le bec dans l'eau à essayer de trouver des solutions de s'adapter, etc. Mais c'est trop tard. Une motion, je ne sais pas si aujourd'hui on peut revenir en arrière sur tout cela. C'est voté, c'est signé. Et effectivement, ça me semble compliqué aujourd'hui de revenir en arrière. Merci. Madame Rivalière. Alors, moi, je pense qu'on est tous pour la protection de la planète, et je trouve dommage que l'être humain attende une loi pour respecter l'environnement. Ça, c'est nous. Maintenant, moi, j'ai relevé covoiturage, oui. Je suis pour le covoiturage parce que sortir de Villeneuve le matin, c'est vraiment affolant maintenant. Donc, ça serait bien. Les vélos, bien sûr. Mais j'ai une autre question. Est-ce que vous avez pensé à faire un aménagement du parking de la gare? Parce que le train, on a 5 minutes de train pour être au centre-ville, il y a 15 places de parking. Moi, j'ai voulu le prendre. Quand j'arrive, il n'y a plus de place, donc c'est problématique. Donc ça, c'est ma première question. Et j'ai été interpellée également par beaucoup de Villeneuvois. J'ai rien contre ce monsieur. Il y a un avion privé qui fait tous les week-ends. Ouais. On peut faire quelque chose peut-être avec la ZFE.
Je ne sais pas, c'est une question. Et je voulais relever aussi qu'il y a des dérogations pour les handicapés. On n'en a pas parlé. Voilà. Donc, j'ai plein de questions, notamment le parking de la gare. Ça serait une solution pour éviter beaucoup de voitures. Tout à fait. Mais justement, là-dessus, on avance très, très bien. Et tu veux répondre, vas-y. En fait, le PEM, puisque ça s'appelle un pôle d'échange multimodal, était prévu de mémoire dans le PLU. Quand on est arrivé en mairie, on s'est dit chouette, on va pouvoir travailler dessus. Il n'y avait aucun dossier, rien. C'est inscrit au PLU. Mais il y avait rien n'avait été fait. Rien du tout. Ah, on n'a rien retrouvé. Donc peut-être êtes-vous parti avec, je ne sais pas. Mais en mairie, on n'a rien retrouvé. À part l'inscription dans le PLU, ce qui est très bien, mais ou dans le SCOT. Mais c'est voilà. Donc bref, on a travaillé avec la métropole pour essayer de trouver des solutions palliatives. On est un petit peu embêté quand même avec la loi climat et résilience et la ZAN, mais bon. Et on a enfin travaillé, ça y est, on a rencontré la SNCF, la région qui finance une partie des études et éventuellement la moitié des travaux. Et il y a un projet, on attend la convention avec la SNCF pour démarrer une étude de l'autre côté de la gare, par contre, pour avoir un grand parking. Alors, je suis ravie parce que de toute façon, ce n'est pas une question de faire procès à qui que ce soit. C'est qu'on est confronté à une loi. Maintenant, là, il faut faire vite. Et voilà, c'est un problème pour tous. Pour tous. Et c'est vrai que racheter une voiture, il y a plein de gens qui ne peuvent pas. Mais je pense que fondamentalement, excuse-moi, Pascal, l'idée de cette loi, enfin, en tous les cas, telle que nous, on l'a comprise, c'est pas d'acheter que tout le monde change de véhicule. C'est pas de remplacer un vieux véhicule par un neuf. Oui, mais... C'est qu'on change nos modalités de transport, qu'on réfléchisse en effet à est-ce qu'on peut pas... C'est pas possible pour tout le monde, on est bien d'accord, mais il y a d'autres solutions éventuellement que l'autosolisme. Voilà. On peut éviter beaucoup de voitures, c'est vrai. Oui. Mais par contre, une personne âgée, pour aller faire ses courses, je la vois mal aller prendre le train ou le bus. On n'a pas dit, dit que tout le monde pourrait le faire. Relativiser. Mais si ne se déplaçaient en voiture que ceux qui ne peuvent pas faire autrement, on n'aurait plus de problème. Mais ta question sur la gare, elle est essentielle parce qu'effectivement, tu l'as dit, à 5-6 minutes, on est à la gare de Montpellier en partant de Villeneuve. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler aussi. Et on a bon espoir d'y arriver dans un moyen terme. Voilà. Madame le maire. Non, 2 secondes, c'est à Madame Crégut. Oui, bonsoir. En fait, les personnes avant... les personnes avant moi ont un petit peu résumé ce que je voulais dire. La motion en elle-même, elle se tient, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je déplore, c'est qu'elle soit faite sur quelque chose qui est déjà acté. La ZFE, c'est acté. Et on fait une motion sur quelque chose d'acté. Donc, c'est pour ça que je m'abstiendrai de voter, pour cette raison-là. Monsieur Ségura. Merci, Annie. Oui, simplement, je ne peux pas entendre dire qu'il n'a rien été fait, puisque le pôle multimodal a été inscrit dans le contrat plan État-région par Carole Delga, monsieur le préfet Poissel et Philippe Sorel, sur ma demande. On n'a rien retrouvé en mairie. Je n'ai pas dit que rien n'avait été fait, j'ai dit qu'on n'avait rien retrouvé en mairie. Vous êtes à la région. C'est moi qui ai dit que rien n'avait été fait. Le contrat plan État-région, c'est la région qui le signe avec l'État et la métropole. Donc, je peux vous dire qu'il est acté. Les parkings qui sont de part et d'autre sur le PLU, c'est la fin du LICOM qui va venir aboutir parce qu'il a fallu trouver une stratégie avec un rond-point de manière, le rond-point de Marat, pour justement arriver sur le fameux parking de l'autre côté de la gare. Les quais ont été refaits par la SNCF et nous avons installé 2 bornes électriques ainsi que la navette. À part ça, rien n'a été fait. Pas grand-chose à voir avec... bon, c'est pas grave. Non. C'était Monsieur Noguès qui a demandé la parole ensuite. Il n'y a rien à la région. Alors, moi, j'avais une petite question. C'est que je me suis rendu compte aujourd'hui dans la presse qu'il y a beaucoup de travaux sur les lignes de tram qui vont être réalisés avec beaucoup de perturbations sur la ligne 3, la ligne 1. Donc, aujourd'hui, on ne favorise pas le déplacement, effectivement, avec les transports en commun, parce qu'il va y avoir énormément de perturbations au niveau des lignes de tramway.
Et après, il y a aussi tous ces critères de dérogation qui aujourd'hui, quand même, n'ont pas vraiment vu le jour. On n'en a pas vraiment connaissance. Et on est à 1 mois de la mise en place de cette ZFE. Il aurait été quand même préférable que tous ces critères soient établis bien avant la mise en place de la ZFE, de manière à ce que les gens, effectivement, sachent dans quels critères ils vont se retrouver. Alors que là, on est à 1 mois de la mise en place de la ZFE avec des critères qui sont relativement flous. On parle des petits rouleurs, on ne sait même pas comment ça va être mis en place. Là, vous nous dites que ça va être décalé au 22 septembre. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'on est allé un petit peu trop vite dans cette mise en place de la ZFE. On est tous d'accord qu'on va obligatoirement y venir, mais je pense qu'il aurait été préférable d'avoir un peu plus d'informations avant de se lancer concrètement dans cette mise en place de la ZFE. Voilà, merci. On ne peut qu'être d'accord avec vous, bien sûr. Et c'est pour ça que ça a été décalé à septembre. C'est pour ça que ça a été décalé à septembre. Et puis, voilà, si au moment où la loi l'homme a été prise, les choses s'étaient mises en route pour construire un dispositif de rentrer dans la ZFE, à ce moment-là, peut-être on n'en serait pas là. Voilà. Monsieur De Seigne. Madame le maire, mesdames, messieurs, la ZFE s'impose à la métropole, et ce, grâce à la loi LOM 2019, revisitée avec la loi climat et résilience de 2021. Ça s'appelle la zone à faible émission mobilité, mais elle s'imposera à nous sur d'autres espaces, les espaces naturelle, la mer, et elle s'impose à des dates très précises dans le cadre européen. La question qui nous était posée était, et qui est posée au Villeneuvois, est-ce qu'on anticipe la question des exigences? Madame Marcos Ferrara a posé cette question. Ou on ne les anticipe pas. Comment va-t-on se déplacer? Parce que de toute façon, la ZFE, si elle n'était que sur Montpellier, elle s'imposerait aux Villeneuvois. Elle s'impose à tout le monde à partir, pour nous, on va le dire très clairement, du pré d'Arène, etc. Avec les 9 communes rentrant, elle s'imposerait à Latte et elle s'imposerait à Saint-Jean-de-Védas et elle s'imposerait dans d'autres lieux. Donc la question des positifs ou pas de positifs, c'est de façon, comment on fait pour y rentrer un peu plus calmement? On a choisi, oui, d'y rentrer plus calmement dès maintenant. Ce qui pose le problème, effectivement, de cette motion. Cette motion, dans la discussion, elle pose la question à l'État. Qu'a proposé l'État et que propose l'État qui s'impose à nous? Que propose l'État qui s'impose à nous? Pour le moment, c'est exigence aux métropoles. Demain, Madame le maire l'a répété, ça sera pour d'autres agglomérations. Proposition de l'État actuellement, éventuellement, renouveler un certain nombre d'aides à l'achat de véhicules. Mais les questions fondamentales qui sont posées là, y compris que vous avez posées, et sur lesquelles je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on fait des avions? Qu'est-ce qu'on fait sur les 15 000 véhicules? J'étais ce matin, vous parlez de transport, j'étais dans l'obligation de me rendre à Montpellier avec ma fille, et à 8 h du matin, on a fait le compte en autosolisme. Alors on l'a fait qu'à partir du rond-point du pont du château d'eau de Villeneuve. Et on l'a fait jusqu'à Fabrègues. Jusqu'à Fabrègues, parce que la queue, elle était jusqu'à Fabrègues. On a compté 2 véhicules avec 4 personnes en face de nous. 3 véhicules avec 3 personnes. Une dizaine de véhicules
avec 2 personnes et le reste, c'était des véhicules où il y avait de l'autosolisme. Donc la question qui nous est posée aujourd'hui, y compris pour nous, au-delà des vignettes critères et autres, c'est comment on va faire en sorte qu'il y ait éventuellement du partage de véhicules, des lignes transversales de transport en commun, y compris en lien avec les autres PCI. Eh bien ça, on y travaille, y compris métropolitainement, avec l'établissement public du Pays de Thau. On est en train d'y travailler. On peut avoir des différences, mais aussi se rendre compte. Alors, juste pour un professionnel de la santé, dire qu'il n'y a pas de problème de santé à Villeneuve, c'est ne pas prendre en compte les questions, on l'a eu ça lors de la réunion publique, ne pas prendre en compte les problèmes d'ozone, les problèmes des 15 000 véhicules. Alors, ce n'est pas toute la journée qu'il y a des problèmes, mais à 6 heures du soir, quand on rentre du travail et qu'on navigue Mireval, Fabrègues, qui passent par Villeneuve, ben oui, si vous regardez les tracés, vous verrez que nous sommes largement en rouge. Alors, on peut nous dire que, et ça a été dit, non pas ce soir, mais lors des débats, qu'on n'est pas un espace pollué, et pourtant, on est reconnu nationalement comme espace pollué. Voilà, simplement quelques points que je voulais rajouter. Merci. Merci. Une dernière intervention, Monsieur Deroche. Oui, bon, c'est pour répondre à mon ami Serge. La santé, elle est mentale aussi. Je ne pense pas que quand on supprime, quand on restreigne la liberté de se déplacer, ça encourage la bonne santé. Quand on empêche les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule pour faire un peu de jardinage, pour aller se promener un peu dans la nature, quand on les confine sur un secteur déterminé, alors où vous plantez tout avec tous les hectares que vous avez achetés, vous faites de la forêt, vous plantez, pour le moment on ne plante pas grand-chose, mais je suis désolé, il faut tenir compte de la santé mentale des personnes, physique et des déplacements. On ne peut pas confiner les personnes sur une zone déterminée. Et le mental agit beaucoup sur le physique. D'ailleurs, il y a des maladies qui s'appellent les maladies psychosomatiques. Serge, je pense que tu le sais. Merci Serge. Notamment les maladies psychosomatiques qui sont provoquées par le bruit des voies très passantes, très roulantes, avec par exemple, comme la M185, 15 000 véhicules par jour, comme l'a dit plusieurs fois Serge. Bien, on va passer au vote maintenant. D'accord ? Donc, qui s'abstient ? 1, 2, alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'est ça ? Vous pouvez relever les mains, s'il vous plaît, qu'on puisse compter. 10. 10 abstentions. Donc, sur la motion, hein, je vous rappelle. Hein. Comment ? Les contre, les votes contre, 3, 4. 4, c'est bon. Et les votes pour ? 18. Merci. Adopté. Alors, nous changeons de secteur. Et nous passons au projet culturel et social de territoire fondé sur la coopération et la mutualisation des moyens, le projet dit La Lisière. Pour vous présenter ce projet, d'abord 2 constats. Un premier, négatif, celui de l'effritement du lien social. Effectivement, des décennies de développement de l'économie de marché et de la société de consommation ont distendu les liens sociaux. Le lien marchand, à lui seul, loin s'en faut, ne suffit pas pour construire le vivre ensemble. Au contraire, il inscrit les êtres humains dans l'individualisme, le chacun pour soi. Il fait passer l'avoir avant l'être. Il détruit les valeurs qui fondent la communauté des hommes, le partage et la solidarité.
En plus, aujourd'hui, notre société est confrontée à des difficultés qui creusent encore les fractures économiques, sociales et sociétales. Une crise sanitaire sans précédent, une guerre aux portes de l'Europe et les conséquences de ces phénomènes pour une économie mondialisée fondée sur la spécialisation et la production de masse. Toutes ces tendances récentes et plus anciennes nuisent à la cohésion sociale et menacent notre cité, comme toute la société européenne. Un deuxième constat, beaucoup plus positif celui-ci, celui de l'énorme richesse de notre ville au niveau associatif et au niveau social. Nous avons à Villeneuve un grand nombre d'associations, un EHPAD, plusieurs écoles, un collège, 2 ESAT, un Prada, un centre pénitentiaire et de nombreux artistes. Nous souhaitons mettre en synergie toutes ces forces villeneuvoises pour lutter contre l'isolement, l'individualisme et pour réparer le lien social. Concrètement, nous voulons nous appuyer sur toutes ces forces pour construire un nouveau projet culturel qui soit en relation avec notre territoire, de façon à toucher d'autres publics et à impliquer les citoyens. Nous souhaitons sortir la culture des murs du théâtre, la rendre plus transversale. Nous voulons que le théâtre et le service culturel en général travaillent en étroite collaboration avec des structures relevant du domaine de la formation et de l'insertion, ainsi qu'avec d'autres acteurs culturels. C'est pourquoi nous réfléchissons depuis quelque temps au montage d'une structure d'économie et solidaire, citoyenne, qui permettrait de rassembler tous les acteurs le souhaitant autour de ce projet. Nous sommes accompagnés dans ce montage par un prestataire et nous bénéficions aussi bien sûr d'une assistance juridique. À côté de ce montage, nous facilitons l'implantation de nouveaux acteurs sur le territoire dans le domaine de la formation en lien avec la culture, de l'insertion, de l'économie sociale et solidaire. Nous voulons que ce projet culturel se bâtisse à travers la mutualisation des moyens et la coopération sur le modèle de la démocratie contributive pour donner naissance à des projets culturels qui soient transversaux et pour favoriser toutes les initiatives citoyennes. Activer le faire ensemble autour de projets de toutes les cultures, c'est l'ambition du projet culturel et social que nous appelons la Lisière. La Lisière s'amorce d'abord par l'installation de l'association TSV, Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma. Cette installation est prévue pour le début de l'année 2023 et elle fera bien sûr l'objet d'une convention de partenariat avec notre pôle culture. La Lisière s'amorce aussi par la mise en œuvre de divers chantiers d'insertion portés sur la commune. Elle se poursuivra à terme par l'intégration du projet politique, culturel et artistique communal au sein de cette nouvelle carte de mutualisation et de coopération. Il est donc proposé à travers cette délibération d'acter le lancement du projet La Lisière à Villeneuve-les-Maguelones, de m'autoriser moi-même à entamer les démarches visant à mobiliser les acteurs collaboratifs du projet et à choisir un lieu d'implantation pour le projet. Je signale que Madame Cécile Guérin ne prend pas part au vote ni au débat pour des raisons d'ordre personnel. Des remarques, des observations? Non? Je mets donc au vote. Qui s'abstient? Une voix. Qui est contre? 0. Qui est pour? Majorité. Bon. Merci beaucoup. Alors, c'est encore à moi, si je ne me trompe pas. Quand c'est plus à moi, il faut me le dire. Alors, donc là, nous passons au rapport d'exercice 2022 de la Commission consultative des services publics locaux, la CCSPL. Donc, nous l'avons mis en place lors du CM du 14 février.
Je rappelle que c'est un organe très important de démocratie car il permet aux citoyens usagers des services publics, à travers des associations et aussi aux élus, d'avoir un regard sur le fonctionnement des services publics qui sont délégués à des prestataires. La loi exige que le président de cette commission présente chaque 1er juillet à son assemblée délibérante un état des travaux réalisés par la dite commission. Bon, comme elle n'a été créée que le 14 février dernier, elle s'est réunie uniquement une fois, le 31 mars dernier, dans le cadre du projet de concession de services publics de mobilier urbain. Effectivement, le précédent marché de concession de gestion des panneaux d'affichage dit SUCET s'est achevé et il faut donc en relancer un nouveau. Au cours de cette commission, nous avons eu des échanges très intéressants et très divers, tenant par exemple à l'orientation des panneaux, au prix, à la pondération des critères de sélection et aux conditions de résiliation du contrat. Suite à cette discussion, notre exécutif a lancé fin avril une consultation pour contracter avec un nouveau délégataire. Cette procédure est actuellement en cours. Je vous demande maintenant de prendre acte des travaux que je viens de vous exposer. C'est bon ? Qui s'abstient ? Monsieur Nogues ? Pardon, vous voulez intervenir ? Monsieur Nogues. Donc oui, j'ai eu donc l'occasion de participer à cette commission. Tout à fait. J'aurais aimé quand même qu'on puisse avoir le retour de nos différents... Le compte rendu, vous voulez dire ? Le compte rendu, effectivement, de tout ce qu'on a acté lors de cette commission, puisque la consultation a été lancée sans même qu'on revoie les documents, puisqu'on n'a pas été destinataire des documents déjà au départ lors de la commission. On les a découverts le jour de la commission, les documents. On n'a pas pu les étudier avant. Et d'ailleurs, la personne de UFC Que Choisir a fait remarquer en commission qu'il aurait été judicieux que nous puissions obtenir les documents avant pour qu'on puisse les étudier et en discuter après en commission. Et il aurait été bien aussi qu'on ait un retour de tous ces documents afin que on voit effectivement que la commission avait bien travaillé dans ce sens-là. Voilà. Oui, pour ce qui est du compte rendu, il a été envoyé à tout le monde, à tous les membres de la commission. Donc voilà, il faudra vérifier et nous dire que s'il y a il y a un manquement, on ne recommence pas. Et pour ce qui est des documents à envoyer au préalable avant la commission, la loi ne nous y oblige pas, mais nous le ferons dorénavant. Nous enverrons avant les documents sans problème. C'est bon ? Donc, abstention. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux... Oui, mais quand même. Oui, il n'y a pas de vote. Ben, si, il y a un vote. Si. Oui. On vote. Abstention. Une voix. Contre. Pour. Le reste. Merci. Alors, point suivant. La mise en œuvre du télétravail dans notre collectivité. Les épisodes de confinement liés au contexte sanitaire ont permis à la collectivité et aux agents de se construire une solide expérience dans ce domaine. Et certains agents ont exprimé très clairement leur volonté de télétravailler. Comme nous avons la volonté d'améliorer les conditions de travail des agents, et vu l'avis favorable sur le télétravail du comité technique en date du 12 mai 2022, nous souhaitons mettre en place le télétravail dans notre collectivité. Il nous apparaît que le télétravail, en dehors de l'amélioration des conditions de travail qu'il apporte, porte aussi des enjeux sociétaux, comme l'attractivité, l'amélioration de l'attractivité du secteur public, les retombées aussi positives sur le collectif de travail, avec un management qui est plus participatif, puisque grâce au télétravail, on peut développer l'autonomie des agents, une plus grande motivation des agents, découlant de la souplesse de l'organisation, une réduction de l'absentéisme, car forcément moins de stress et de fatigue,
et réduction aussi des accidents de trajet qui constituent une part élevée des accidents de travail. On peut attendre aussi du télétravail un impact environnemental positif puisqu'il permet de réduire les déplacements, à condition évidemment qu'il ne génère pas des consommations énergétiques plus élevées pour les gens qui restent à la maison. Et on peut attendre aussi du télétravail un impact territorial positif, c'est-à-dire un rééquilibrage démographique entre les territoires. Par exemple, un maintien de la population en zone rurale et une décongestion des zones urbaines. Nous avons donc élaboré une charte pour encadrer la mise en œuvre du télétravail dans notre collectivité et de façon à améliorer les conditions de travail, bien sûr, et à répondre aux enjeux dont je viens de vous parler. Nous avons fait en sorte que cette charte respecte 4 grands principes incontournables pour atteindre nos objectifs. D'abord, le volontariat. Le télétravail doit faire l'objet d'une demande écrite de l'agent et d'une autorisation écrite de l'employeur. Donc on est bien sur le volontariat au départ de l'agent. Le télétravail doit aussi s'organiser de façon à ce qu'il y ait une alternance entre le travail sur site et le télétravail. C'est important parce que l'agent doit rester en lien avec la collectivité, avec son collectif de travail. L'emploi, le travail est aussi un biais d'insertion dans la société, de toute façon. Ensuite, au niveau de l'usage des outils numériques, il appartient à l'employeur public de fournir aux agents placés en télétravail, volontairement, l'accès aux outils numériques nécessaires pour pouvoir exercer correctement son activité et communiquer de façon fluide, facile avec son supérieur ainsi qu'avec ses collègues. Et quatrième principe, la réversibilité du télétravail, c'est-à-dire que si un jour l'agent veut cesser de télétravailler, bien sûr, il peut revenir sur cette demande. Petite précision, dans notre collectivité, 15 postes de travail sont identifiés comme compatibles avec le télétravail. C'est plus en fonction des missions qui sont confiées aux gens qui occupent ces postes que des postes même d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous avez des observations ou des questions? Monsieur Poitevin. Merci Madame le maire. Alors, il est évident que nous sommes favorables au télétravail. Ça va éviter forcément du déplacement. Donc c'est un plus. Quand on parle de ZFE, on ne peut pas s'empêcher à penser à ça. Mais il ne faut pas que cela nuise à la qualité du service public qui est dû à nos concitoyens. Voilà. C'est-à-dire que moi j'ai eu cette expérience malheureuse, je ne donnerai pas de nom, ça ne s'est pas passé à Villeneuve, où j'ai eu besoin de consulter quelque chose et la personne m'a répondu « Je ne peux pas vous le faire consulter parce que je suis en télétravail », alors que son job, c'était de faire justement de la consultation. Oui. Voilà. Okay, donc ça ne s'est pas passé à Villeneuve, je vous rassure. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut bien identifier les missions qui sont oui, adaptables au télétravail, effectivement. Tout à fait. Et c'était peut-être en période de confinement, même si... non, c'était plus en période de confinement. D'accord, ok, d'accord. Parce que je me proposais de me déplacer. Okay. Oui, c'est vrai, pardon. D'autres remarques? Alors, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour la mise en place du télétravail? L'unanimité. Merci beaucoup. Maintenant, de délibération sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires et dérogation à la durée légale du temps de travail. Par 2 délibérations précédentes, le 15 février et le 8 novembre 2021, nous avons fixé les cadres d'emploi et les événements portant dérogation à la durée légale de travail et définissant ainsi les agents pouvant bénéficier des indemnités horaires pour travail supplémentaire. Au cours du comité technique du 12 mai dernier, il est apparu nécessaire de compléter ces listes. Cette nécessité est engendrée par 2 phénomènes principalement. D'abord, deux changements au niveau des élections. Nous avons des bureaux de vote supplémentaires
et aussi un changement au niveau du système des procurations, c'est-à-dire que les procurations peuvent arriver jusqu'au jour de déroulement du vote, ce qui oblige les agents à travailler le samedi dans le cadre des élections. Et puis, deuxième phénomène, le recensement, qui veut dire qu'il y a des agents recenseurs. Et parfois, ces agents recenseurs sont absents et il faut les remplacer en utilisant notre personnel. Voilà. Est-ce que vous avez... Non, rien. Je mets au vote. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Unanimité. Merci beaucoup. Par la délibération suivante, nous avons le souhait de faire profiter à tous les agents qui le désirent des jours d'ARTT, c'est-à-dire d'aménagement et de réduction de temps de travail. Donc, on veut donner à plus d'agents sur notre collectivité la possibilité de réaliser 37,5 heures hebdomadaires et de rattraper, en quelque sorte, par 15 jours de réduction de temps de travail. On veut aussi les faire profiter de plages horaires variables en début de journée, en fin de journée et sur la pause méridienne, en imposant que cette pause méridienne soit d'1 heure minimum. Voilà. Donc, nous avons travaillé ces questions avec le comité technique en date du 10 mars 2022. Et ce même comité technique a rendu un avis favorable aux propositions que nous avons faites suite à ce travail le 12 mai 2022. Et je rajoute aussi que tout ce travail s'est fait après concertation avec chaque chef de service pour tenir compte des spécificités de chaque service. Voilà, j'ai terminé. Observation, remarque, pas d'observation. Donc je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Merci beaucoup. Non, ça j'ai lu. Non. Donc je passe maintenant à la modification du tableau des effectifs. Alors, il concerne d'abord les animateurs du service périscolaire. Ce service se trouve souvent en difficulté devant la pénurie d'animateurs, notamment face aux quotas d'encadrement que nous devons respecter. Afin de stabiliser ce service, le service des affaires scolaires et jeunesse, qui est présent au quotidien, et les équipes donc, nous voulons créer des emplois, des postes à temps complet sur ce service. Nos objectifs, bien sûr, sont multiples. Limiter les emplois précaires et toute l'insécurité qu'ils induisent, être dans une démarche d'une meilleure reconnaissance de ces métiers et donc d'une meilleure valorisation, limiter la multiplication des contrats à réaliser et répondre aussi de façon plus efficace aux enjeux politiques du projet éducatif territorial en matière d'accueil et d'activités accessibles à tous qui garantissent une continuité éducative dans le parcours de l'enfant. Donc, on propose de créer ces 8 postes permanents d'adjoints d'animation à temps complet répartis comme suit: 3 postes sur Boussinet, 3 sur Dolto élémentaire et 2 postes dans les écoles maternelles Rousseau et Dolto. En parallèle, nous avons aussi besoin de créer 2 emplois non permanents sur la crèche pour renforcer ponctuellement les équipes, un éducateur jeune enfant à temps non complet, et un adjoint technique à temps complet pour venir renforcer l'équipe technique. Rien. Je mets au vote. Abstention. Contre. Contre, je suis allée trop vite, pardon. Non, c'est bon. Pour cette modification du tableau des effectifs, l'unanimité. Merci beaucoup. Et là, je crois que je fais une pause. Et je passe la parole à Monsieur Nicolas Sica-Delmas. Merci. Bonsoir. Donc là, c'est un avenant à la convention de coordination avec la gendarmerie. La municipalité souhaite aujourd'hui, au travers d'un avenant à la convention communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'État, signée en 2016 et reconduite le 19 août 2020,
contribuer au renforcement de la police de proximité, notamment pour le biais des actions de sa police municipale. Celle-ci a pour objectif premier l'application des pouvoirs de police du maire dans les domaines de la sûreté et de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique. Elle se doit d'agir dans une logique de complémentarité avec les forces de gendarmerie nationale. La Convention établit conformément aux dispositions du décret 2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière de police municipale précise donc la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité publique de l'État et s'appuie sur l'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité. L'avenant modifiera la Convention dans son article 12 en raison de l'augmentation de l'effectif de la police municipale et des détentions d'armes. Jusqu'à présent, la Convention prévoyait la détention des armes suivantes: 8 armes de catégorie B1, 7 armes de catégorie B8. Le B1, c'est le pistolet, le B8, c'est les lacrymogènes. Une arme de catégorie D2B, c'est encore des lacrymogènes. Et 8 armes de catégorie D2A, c'est les bâtons de défense type Tonfa. Il est proposé de remplacer l'armement actuel par l'armement suivant: 9 armes de catégorie B1, 9 armes de catégorie B8, et 9 armes de catégorie DA. C'est des bâtons de défense télescopiques. Les armes qui ne seront plus utilisées seront restituées à l'armurerie selon la procédure légale. Le conseil municipal délibérera pour décider de valider cet avenant à la convention de coordination avec la gendarmerie et autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. Merci. Monsieur Poitevin. Merci Madame le maire. Donc, moi, je vous propose juste de faire une petite modification dans la délibération. Il est marqué, il est proposé de remplacer l'armement. C'est plutôt, il est proposé de compléter, puisque les armes, vous n'allez pas les changer, vous allez juste en rajouter une. En fait, on rajoute, excusez-moi, on rajoute un pistolet et par contre, on remplace les Tonfa par des bâtons télescopiques. Oui, bon, il faudra peut-être le repréciser d'une manière différente. Oui. De la même manière, les armes... On peut mettre les deux, hein, remplacer et compléter. Oui, voilà. Voilà, bien sûr. Et de la même manière, les armes qui ne seront plus utilisées seront restituées. Alors, elles ne peuvent pas être restituées, on les a achetées. Donc, on peut les vendre. Non. Non, on ne peut pas. Pourtant, les dernières armes des Beretta Cheetah en 7,65, qui étaient les armes précédentes qu'avait la police municipale, ont été revendues aux armuriers. Mais là, ça se passe peut-être avant, mais plus maintenant, apparemment. Ce sera peut-être à voir ou à vérifier. Voilà, sinon, moi, je me réjouis qu'on complète l'armement de la police municipale parce qu'on vit une époque qui est assez bizarre, pour ne pas dire autre chose. Et il faut que nos policiers aient de quoi se défendre et éventuellement pouvoir défendre la population. Justement, à ce propos, j'avais pu constater que le nombre de tirs réglementaires était largement insuffisant. Nos policiers tirent, mais ils tirent très peu. Ce serait bien, Madame le maire, ce serait bien si nos policiers pouvaient tirer encore un peu plus, parce que mieux ils tireront, plus ils tireront, et mieux on sera protégé, et moins on pourra s'en prendre une le jour où il y aura un problème. On va vous répondre. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Pour information, depuis qu'on est arrivé à la mairie, on a doublé les tirs. Donc effectivement, c'est une très bonne chose. Et ça sécurise les policiers municipaux. Oui, absolument, ça les met en confiance. Je veux dire au sens de... Parce qu'avoir une arme, c'est pas évident et on peut avoir aussi peur de s'en servir, de faire une bêtise. Et là, ça les sécurise un petit peu, absolument. Ça augmente leur professionnalisme. Donc, du coup, il nous reste à voter cet avenant. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Unanimité. Merci. Je passe maintenant la parole à Sonia Richou concernant une subvention. Pardon. Comme indiqué dans la note de synthèse, l'association Cantasigalona avait, lors de son assemblée générale du mois de novembre 2021, avait mis son association en sommeil. Et donc, lors de sa demande de subvention en janvier, nous ne pouvions verser cette subvention dans la mesure où l'association était en sommeil.
Donc, une deuxième assemblée générale a eu lieu le 24 mars 2022, donc, qui a permis à cette association de reprendre de l'activité dans la mesure où les mesures sanitaires ne s'exerçaient plus. Donc, ils pouvaient vaquer librement. Voilà. Donc, cette subvention qui est de 500 € avait été donc prévue lors du vote des subventions, et elle est consacrée à des actions menées. Il faut savoir que Canta Sigalona participe au Téléthon, à la fête de la musique, enfin, etc., à certaines déambulations dans le village, ainsi qu'à l'achat de matériel de sono, micro-cravates, etc. Voilà. Merci. Monsieur Poitevin. Oui, merci Madame le maire de me redonner encore une fois la parole. Si ça a déjà été, il me semble que ça a été voté, donc pourquoi est-ce qu'on le revote? Si on l'a voté, pourquoi le revote-t-on? C'est la décision de suspendre qui avait été votée, non? C'est bien ça, hein? Voilà. C'est la décision de suspendre. Ce qui a été voté, c'est l'ensemble c'est le montant total des subventions. Donc cette subvention était prévue dans le montant total, mais elle n'avait pas été votée. Elle était gelée, on va dire, voilà. Voilà. Monsieur Noguès. Moi, j'ai juste une petite question. On en avait parlé d'ailleurs au dernier conseil. C'est l'avantage en nature, le fait de leur mettre à disposition la salle des HLM. Et du coup, on ne voit pas du tout apparaître le montant qui serait alloué à Canta Sigaluna dans le cadre de sa subvention. Oui, c'est vrai, on peut le rajouter effectivement, puisque ça avait été calculé de toute façon. Oui, puisqu'on l'a valorisé. Voilà, ça a été valorisé, puisque les agents du service association ont valorisé donc cet avantage en nature, et c'est vrai qu'il ne figure pas, et on le fera figurer dans le... Oui, on le fera figurer. On le rajoutera, voilà. Merci de l'avoir signalé, Monsieur Noguès. Je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? L'unanimité. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Cécile Guérin pour une convention de partenariat avec l'association Idéocène. Micro. Non, non, il arrive. Non. Il arrive. Vous m'entendez? Merci, Madame le maire. Alors, effectivement, il s'agit d'une convention de partenariat avec l'association Idéocène. Je vous rappelle donc qu'Idéocène a porté un festival l'an dernier qui s'appelle toujours Les Temps Suspendus. Et après le grand succès l'an dernier de ce festival, près de 1000 personnes se sont déplacées sur les 2 dimanches. La commune a souhaité renouveler ce partenariat. C'est un festival auquel on commence à s'attacher parce qu'il complète assez bien l'offre musicale sur la commune. Là, c'est plutôt de la chanson française, du jazz, de la musique, des musiques du monde. C'est une proposition qui se déroule en fin d'été, donc très familiale, et pour finir l'été en douceur avant la rentrée, et fréquentée justement beaucoup par des familles. Donc voilà, on espère que la 2e édition sera aussi suivie. Même système donc l'an dernier, avec une date dans les jardins du Béranger de Frédol, parce qu'on souhaite fidéliser cette date-là et valoriser aussi le centre culturel. Et puis un deuxième dimanche dans un autre lieu de la commune. L'an dernier, c'était les arènes. Cette année, ça sera le parking du Pilou. Et puis l'année prochaine, peut-être, on verra. Toujours la même volonté d'Idéocène de travailler avec les assos locales, le 8, le local, etc., pour les stands. Et voilà. Et à noter aussi, ce qui n'est pas dans la délibération, que le festival est cofinancé aussi par 3M et la mairie, bien sûr. Et des financements sont en suspens, donc pour l'instant, je n'en parle pas.
Et puis voilà, il est donc demandé au conseil municipal Pardon, l'accès au concert est évidemment gratuit sur réservation, évidemment. Important. Voilà, il est demandé au conseil municipal de délibérer pour autoriser Madame le maire à signer cette convention. Merci beaucoup. Je passe au vote donc. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour cette convention? L'unanimité. Merci beaucoup. Dylan Couder pour le séjour enfants et ados. Merci Madame le maire. Alors ça concerne un séjour enfants et ados organisé par le service jeunesse. Dans le cadre des activités proposées aux enfants, il a été envisagé que le service jeunesse organise un séjour sport et découverte du patrimoine à Saint-Hippolyte-du-Fort dans le Gard du 1er au 5 août 2022 pour 30 enfants âgés de 6 à 10 ans pour un coût estimé à 7 551 €. Cette prestation comprend l'hébergement en chambre de 2 à 4 lits, la restauration du premier repas du jour d'arrivée au goûter du dernier jour, les activités sportives et culturelles ainsi que les transports aller-retour et la location de 2 minibus sur place pour les mardis, mercredis et jeudis. La commune devra s'acquitter d'un acompte de 30% des signatures de la convention en cas de désistement pour quelque raison que ce soit. Aucun remboursement ne sera effectué. Le solde sera versé sur présentation d'une facture établie sur la base des effectifs réellement présents lors du séjour. Le deuxième séjour. Un séjour pleine nature dans les Hautes-Alpes à Vars, du 1er au 5 août 2022, pour 45 adolescents et préadolescents, pour un coût estimé à 13 855 €. Cette prestation comprend l'hébergement en chambre de 2 à 9 lits, la restauration du premier repas du jour d'arrivée au goûter du dernier jour, les activités et les transports. La commune devra s'acquitter d'un acompte de 30% des signatures de la convention. En cas de désistement, pour quelque raison que ce soit, aucun remboursement ne sera effectué. Ces 2 séjours seront facturés par la commune aux participants pour un prix de 200 € par personne. Le conseil municipal délibérera pour autoriser l'organisation de ces séjours dans les conditions décrites dans la présente délibération par le service jeunesse de la collectivité. Dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. Autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération, notamment le règlement des acomptes de la réservation. Merci. Merci beaucoup. On passe au vote. Ah, Annick Régut, je m'en doutais. Oui, je voudrais simplement revenir sur quelque chose qu'on a vu en commission concernant le désistement pour quelque raison que ce soit bien précisé que c'est le désistement de la commune, pas des parents pour les enfants. Et on avait dit qu'on marquerait le son désistement et apparemment ça n'a pas été modifié. Ouais. On va le faire, sans problème. Désolée. En cas de son désistement, c'est au début du... vous le voyez sur les deux séjours, puisqu'il y a la même phrase qui est répétée 2 fois en fait. Parce que bon, ça portait un peu à confusion, on ne savait pas si c'était la... C'est bon, ok, c'est pris en compte. Merci. Donc, avec plaisir. Je mets au vote donc les abstentions, les contre et les pour ces séjours. Unanimité. Merci beaucoup. Les 2 délibérations suivantes, c'est encore moins. Alors, elles portent toutes les 2 sur les élections professionnelles de nos agents. Donc, la loi de 2019 de transformation de la fonction publique oblige les communes, les collectivités de plus de 50 salariés à fusionner le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail, c'est-à-dire le CHSCT. Nous devons les fusionner pour ne former qu'une seule instance, le comité social territorial. Pardon, le comité social territorial. Oui, c'est ça. Au 1er janvier 2022, nous comptons 213 agents, hein, donc évidemment, nous devons créer ce CST au 1er janvier 2023. D'autre part, les collectivités ont la possibilité de créer un CST commun entre la commune et le CCAS.
Nous proposons en fait de rester dans la lignée de ce qui se fait déjà pour notre ville, à savoir que le CT et le CHSCT sont déjà communs au CCAS et à la mairie, pour différentes raisons, notamment parce que ça facilite la gestion des différentes instances. Voilà. Alors avant de passer au vote, j'aimerais quand même exprimer le point de vue de notre majorité sur cette fusion imposée par la loi. Elle réduit les possibilités de représentation des agents et pour nous, ça ne va pas dans le bon sens. Elle réduit les occasions d'expression des travailleurs en réduisant leur nombre de représentants. Et ça ne nous plaît pas beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations ou des remarques? Alors, on passe au vote. Qui est... donc, je rappelle, hein, c'est le CST commun CCAS mairie. Hein. Donc, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, unanimité. Merci. Alors, nous continuons sur le même thème, puisque donc nous devons mettre en place ce CST. Donc, tout un travail a été fait avec le comité technique et après avis du comité technique, avis favorable le 12 mai 2022, nous proposons d'instaurer ce CST de la façon dont il est décrit dans la délibération. Donc, on parle de composition du comité social territorial, mais aussi d'institution de la formation spécialisée. Je tiens à préciser que quand on parle de formation spécialisée, il s'agit en fait d'une formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail. C'est en fait un sous-comité au CST. Ce n'est pas une formation pour apprendre des choses, d'accord ? C'est un sous-comité au CST, d'accord, qui est en fait une émanation du CHSCT qui vient le remplacer en quelque sorte. Donc, pour l'essentiel, nous proposons de maintenir le paritarisme numérique entre les représentants des agents et les représentants des élus, de fixer le nombre de représentants du personnel titulaire et donc des élus au sein de ce CST à 5 titulaires, 5 suppléants des deux côtés. Et ce sont ces mêmes représentants qui siégeront à la formation spécialisée. Voilà ce que nous proposons. Ok, je passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour cette composition? Unanimité. Merci beaucoup. Et là, je repasse la main à Monsieur Serge Dessaigne pour l'acquisition de matériel audiovisuel. Merci Madame la maire. Si vous voulez, je vais faire une présentation des 4. Oui, c'est une bonne idée. D'accord, et après, on votera individuellement. Mais en fait, c'est des achats bons de commande. Je sais déjà que M. Noguès s'interrogera sur les achats bons de commande sur la commune. Mais en gros, il y a 3 acquisitions et une location. C'est des bons de commande. Un, c'est sur le matériel audiovisuel. C'est des conventions de 4 ans, toutes. Elles sont annuelles au niveau des sommes. C'est des estimations de sommes. Au niveau du matériel audiovisuel, il y est prévu 6 000 € hors taxe sur la première convention. La deuxième convention, c'est l'achat de mobilier de bureau, avec des estimations annuelles qui seront de 3 niveaux, sur 3 lots, des sièges pour 5 000 €, des bureaux pour 10 000 € et des tables de réunion pour 2 500 €. Ensuite, des achats de matériel dit tout type, achat de matériel d'outillage pour 3 000 € au niveau des mécaniciens, achat de matériel d'outillage d'atelier de chantier pour 10 000 €, achat de consommables et produits, c'est le petit consommable, pour 5 000 €, achat de matériel électroportatif, 5 000 €, et l'achat de petits outillages de jardin d'arboriculture pour 2 000 € et finalement des achats d'outillage de peinture pour 1 000 €. C'est des estimations, je dis bien, ce n'est pas forcé qu'on les fasse tous, mais il est possible qu'on le fasse. Juste vous indiquer que par rapport à ça, le matériel électroportatif, on a eu un vol
sur les ateliers municipaux, les nouveaux ateliers municipaux, qui ont entraîné je ne sais pas si vous aviez eu l'information, donc on la donne, et qui ont entraîné la perte et le vol de débroussailleuses en nombre, puisque la totalité des débroussailleuses avait été enlevée. Et le dernier espace de convention, c'est une convention de location cette fois-ci, parce qu'il y a alors là, peut-être un peu plus long, comme il y a des chantiers et il y a aussi un certain nombre d'activités qui nécessitent la mise en place à la fois de bungalows pour permettre de faire des activités liées au chantier de la rénovation de l'école Jean-Jacques Rousseau, ainsi que de tentes et de WC autonomes pour permettre d'avoir une qualité à la fois sur des chantiers mais aussi sur des activités autres. On prévoit de la location de WC autonomes, de bungalows, et la ville a proposé qu'il y ait 3 lots dans ce regroupement d'achat, 3 000 € au niveau des tentes, 25 000 € au niveau des bungalows et 3 000 € hors taxe pour les WC autonomes. Voilà, donc on pourra voter ensuite chacun de ces délibérations. Merci Madame la maire et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Donc première délibération, acquisition de matériel audiovisuel. Je mets au vote. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. L'unanimité. L'achat de mobilier de bureau. Même vote? Même vote. Non, c'est bon, vous levez la main. Même vote? Même vote. Achat d'outillage tout type. Même vote? Même vote. Et ensuite, location de tentes de bungalow et de WC autonome. Même vote? Même vote. C'est parfait, merci beaucoup. Est-ce que tu es d'accord avec les 4 délibérations qu'on vient de passer? D'accord. Même vote. Je passe la main maintenant à Thierry Tanguy pour des acquisitions de parcelles. Merci. Donc nous avons 2 acquisitions de parcelles qui rentrent toutes les 2 dans le cadre de la politique foncière de regroupement et de valorisation des terres agricoles qui a été entamée il y a près de 40 ans par les différentes communautés qui se sont succédées sur Villeneuve. On a donc ces 2 acquisitions. Christophe, ce sont des achats. Je le précise parce que à chaque fois, je ne dois pas être suffisamment clair. Donc là, ce sont des gens qui proposent de les vendre. Donc il s'agit de la parcelle BK 223. Dans les documents que vous avez qui accompagnent en annexe les documents de la commission, du conseil municipal, la BK 223 se situe près des Salins et elle est, pour ceux qui le connaissent, voilà, vous les avez à l'écran. Donc c'est celle qui sert souvent de parking, qui a servi de parking, pardon, lorsqu'il y avait des pales abrasifs, par exemple, du côté des Salins, ou qui le servent encore quand il y a des animations aux Salins. Donc c'est cette parcelle-là qui est jouxte une parcelle qui nous appartient déjà, qui appartient déjà à la commune. Donc c'est la parcelle BK 223 qui donc est achetée par la commune à Madame Roustan, épouse Blanc, d'une surface, d'une contenance de 1869 mètres carrés au prix de 1,20 € le mètre carré, soit un montant total de 2242,80 € pour la pleine propriété de la parcelle. Il est précisé, comme d'habitude, que la commune prend à sa charge les frais d'acte relatifs à cette acquisition. Donc il est demandé au conseil municipal de délibérer pour approuver cette acquisition et autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires à l'application de cette décision pour cette première parcelle. Merci. Je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour cette acquisition de parcelle? L'unanimité. Merci. La deuxième parcelle, c'est la parcelle AA 37, qui est située, on va peut-être la voir à l'écran, qui est située sur le chemin de la Croix du Mas-Neuf. Vous voyez, c'est à l'intersection entre... C'est ce chemin qui part face au skatepark. Et c'est une parcelle qui est au ras de la Croix. Elle appartient donc à 7 personnes qui nous ont donc fait une proposition de promesse de vente
Cette parcelle a une contenance de 3068 mètres carrés et donc elle serait acquise au prix de 1,20 € le mètre carré, soit pour un montant total de 3681,60 € pour l'ensemble de l'indivision. Évidemment, comme pour la parcelle précédente, c'est la mairie qui se charge des frais relatifs aux actes pour cette acquisition. Il est donc demandé au conseil municipal de délibérer pour approuver cette acquisition et autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires à l'application de cette décision. Merci beaucoup. Je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Pardon, je suis allée trop vite. Il y a un contre ou pas? Alors, un contre. Qui est pour? Le reste. Le reste. Hein? Oui. Ah oui, pardon. Nous, pour terminer, 2 points financiers. D'abord, Monsieur Thierry Beck sur une provision au titre du CET. Bonsoir. Chaque salarié a un compte épargne-temps qui est alimenté en heures avec ses congés non pris, au titre par exemple de la 5e semaine de congés payés, ou au titre des RTT. Lorsqu'il ne les prend pas, il peut cumuler ses heures sur son compte épargne-temps et à terme, soit se les faire payer, soit prendre des jours de congé. Pour éviter un transfert de charges, tous les ans, on ajuste la provision. Actuellement, la provision est de 131 025, alors que pour être juste avec les droits acquis, elle devrait être de 144 715. Le conseil municipal délibérera donc pour compléter la provision à hauteur de 13 690 et notez que cette provision sera imputée sur le compte dotation aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant. Merci beaucoup. D'accord, donc je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour cette provision? L'unanimité, merci beaucoup. Et enfin, pour terminer, Corinne Poujol, provision pour dépréciation des créances douteuses. Bonsoir, merci. Alors, ce qu'on appelle les créances douteuses, ce sont celles qu'on a transmises à la trésorerie depuis plus de 2 ans et qui ne sont pas encore recouvrées. Ça signifie que parmi elles, certaines devront être annulées car jamais récupérées. Jusqu'à présent, nous prévoyons une somme dans le budget primitif, mais nous ne constituons pas de provision comme le demande la réglementation M14. Le trésorier qui a changé, parce que la trésorerie ne nous le demandait pas, le trésorier est nouveau et il nous demande de procéder à cette provision. Donc, nous allons délibérer pour provisionner la somme de 3 277,30 €, ce qui correspond au total, à 20% du total des créances dites douteuses. Merci. Je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour cette provision? L'unanimité. Merci beaucoup. Voilà, nous allons pouvoir clore ce conseil municipal, mais peut-être avons-nous des questions dans le public, donc nous les prendrons éventuellement. On va libérer les... Mesdames, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. 2 minutes. Oui, j'ai vu, mais 2 minutes.
n'y en a pas? Bon, alors on peut partir. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Le public, les élus, le public, les agents, merci encore. Et merci pour le travail que vous allez faire en suivant ce conseil municipal aussi.